Oui, ça m'a pris 30 ans avant que j'ai eu le courage de commencer. 30 ans après, j'ai rencontré Nadezhda Mandelstam à Moscou, un an avant sa mort, je crois. Et elle était incroyablement impressionnante. Écrit dans son visage, dans son corps, étaient toutes ces années de souffrance des années 30, des années 40 de Mandelstam et elle. L'exil à Voronezh, et après ça, il a été arrêté une deuxième fois, et bien entendu, il a été mort dans un camp en Sibérie. Donc, en effet, tout était écrit sur son visage et sur son façon de parler et tout. Je suis quand même un romancier et mon métier, c'est de prendre les histoires comme ça, fabuleuses, et d'essayer de remplir les vides de motivation, les vides de fête, ce qui s'est passé, par exemple, la vie quotidienne en exil à Voronezh. J'ai lu très très peu de ça à propos de Mandelstam et Nadezhda, mais je savais qu'Akhmatova est allée une fois, et j'ai trouvé, j'oublie où, l'adresse où ils habitaient à Voronezh. Et le reste, j'ai trouvé la documentation sur la ville de Voronezh. Et le reste, j'ai inventé. J'ai rempli cette trou aussi. Elle dit pas oui, elle dit oui. Il a certainement rencontré Staline dans sa tête. C'est ça qu'elle dit, si je me souviens bien. Parce que, en fait, les rencontres entre Staline et Mandelstam sont totalement improbables. Ils ne sont jamais rencontrés. Et en fait, pour moi, c'était un des grands charmes de cette histoire. C'était le fait qu'il y a ces deux hommes, Staline sur un côté et le poète sur l'autre, et leur vie était comme ça. Staline admirait beaucoup les poètes en général, et Mandelstam en particulier. Et ici, il a hésité de tuer Mandelstam quand il a écrit son épigramme en 1934, je crois. C'est parce qu'il n'avait aucun désir que l'histoire note que Staline a tué le grand poète du siècle. Et donc, Mandelstam a écrit une chose, quelqu'un d'autre a écrit ça, il aurait dû être exécuté de lui-même. Et Mandelstam a été envoyé en exil. Et éventuellement, Voronezh, au début, c'était plus au nord, mais il a fini en Voronezh. Et c'était cette idée que deux vies croisent, et ils ne se connaissent pas, personnellement. Et j'ai pensé que j'avais pas du tout envie de changer l'histoire telle qu'une vraie rencontre passe, mais les deux épisodes dans le livre, c'est clair que ça passe dans la tête de Mandelstam, parce que le premier, il traverse les murs, il est dans la prison, il est dans son cellule, et il se trouve qu'il traverse le mur. Donc c'est totalement improbable. C'est tout l'intérêt de creuser sur la psychologie de Staline. Pourquoi cet homme totalement brutal, responsable pour des millions et des millions de morts dans les camps, dans les grandes purges des années 30, pourquoi cet homme admirait les poètes? Et j'ai tracé ça à le fait que lui-même, quand il était très jeune, le jeune braqueur de banque en Géorgie, il écrivait lui-même des poèmes qui étaient publiés. C'est remarquable ça. Il a eu un pseudonyme et il publiait ses poèmes dans le journal local. Mais c'est magnifique, c'est évident que pour lui... L'autre chose, c'était aussi que, à mon avis, Staline cherchait l'immortalité. Et il avait le sens
culturel que la vraie immortalité passe par les grands poètes, par les grands écrivains et les grands poètes. Et donc, une époque où tout le monde, Shostakovich dédié les symphonies, tout le monde qui écrit un livre dédié les livres à Staline, il remercie Staline pour son inspiration, mais ce n'était pas les grands écrivains. Et Pasternak était, Akhmatova était, et Mandelstam surtout était. Et voilà, pas un de les trois a été tué par Staline. Oui. Enfin, Mandelstam... Oh oui, Mandelstam éventuellement a été tué. Oui, mais probablement pas par la volonté de Staline. Sûrement. Je crois qu'il n'osait pas faire une deuxième arrestation en 1938 sans Staline lui-même mettre son petit initial S sur le papier de les listes des gens condamnés. Je trouvais que la scène passe bien parce que cette femme, Yelena, était en train de contredire Staline. Et c'était très dangereux de contredire Staline. Et en fait, elle signait son propre sentence de mort. Parce qu'elle croit en Staline. Mais ça, c'est l'ironie de tout ça. Elle est un grand staliniste, elle est membre de la KGB, elle est une analyste, elle est importante, et elle a le dossier de Philby, le grand espion anglais. Donc, elle croit complètement pour toute sa vie, elle a été élevée, mais en même temps, elle contredit ce que Staline veut penser à ce moment-là. Et ça, c'était pas bon pour la santé. C'est comme sur le paquet de cigarettes quand il dit de fumer c'est dangereux pour la santé, de contredire Staline c'est dangereux pour la santé. Dans mes étagères, j'ai presque toutes les grandes biographies de Staline. Deutsche par exemple. Il y a au moins 4-5 grandes pendant les années, mais je crois cet historien anglais, il est sorti ses livres, c'est le plus récent, grande biographie de Staline. En plus, Montefiore parle russe couramment et il avait accès, après le collapse de l'Union soviétique, à les archives et les documentations que les historiens avant n'avaient pas. Et il y a aussi la biographie de Staline de Trotsky. Il y a des grands livres, mais Montefiore, l'historien anglais, il a écrit 2 livres. Un s'appelle Staline et le deuxième s'appelle Le jeune Staline. Et ils sont magnifiques comme source. Ouais. Et comme écriture aussi. C'est très bien écrit. Magnifique. Oui. Je crois moi je ne suis pas dans le CIA ou le KGB ou le nouveau KGB. Donc tout ce que je sais, c'est ce que je lis. Mais je crois que ça a totalement changé. Première chose, il y a des espionnages industriels aujourd'hui. Mais je crois que la technique qui passe aujourd'hui, c'est des écoutes. Tout le monde est en train d'écouter tout le monde. Il y a des grandes antennes américaines en Angleterre ou Scotland ou quelque part, et j'ai l'impression qu'il écoute toutes les conversations en Europe sur les mobiles, sur les téléphones, sur les emails, et des drones qui passent au-dessus, et des satellites qui prennent les photos. Donc maintenant, c'est technique, ça s'appelle Tech Int. En Amérique, il y a Human Int, I-N-T, pour Intelligence. Et chez le CIA, à l'époque de Philby et de guerre froide, c'était Human Int. Mais maintenant, c'est complètement Tech Int. Je crois Poutine est très corrompu. Il ne rend pas service à l'Union soviétique. À Russie, l'Union soviétique est finie à Russie, mais je crois c'est un épisode, ça va passer aussi. C'est une chose, j'espère, qui va développer quand les années passent pour que les Russes reprennent une tradition de voter, de démocratie, de représentation. Poutine est un chef de mafia, en fait.
Et beaucoup de gens autour de lui sont les ex-KGB. Bon, c'est comme un clan de mafia en Sicile. Il roule la Russie comme ça, à peu près aujourd'hui. Ses ennemis vont en prison. Bon, mais ça va passer. Et, quand il a quitté Beyrouth la nuit sur un bateau russe pour aller après arriver à Moscou, sur la surface, ils avaient l'air de donner les honneurs. Il était un héros soviétique de la guerre froide. Mais ça, c'est la surface. Il y a des choses qui passaient en dessous de la surface qui dit autrement. Par exemple, le secrétaire général de le parti communiste à l'époque, quand Philby est arrivé, était Uri Andropov. Andropov était ancien chef de la KGB. Et il était dans le KGB depuis toujours qui a douté Philby. Douté, il était un vrai agent soviétique. Et de fait, Philby est arrivé, il s'est installé dans son appartement, il avait un agent devant sa porte, 24 sur 24. On dirait qu'il n'a jamais mis un pied dans le Lubyanka, le KGB. On dirait que quand il donnait une conférence, ils organisaient que tous les visages étaient dans l'ombre pour qu'ils ne le voient pas. Et il était très gêné par le fait qu'il n'ait jamais nommé officier. Il a resté toujours agent. Alors, donc, est-ce qu'il était un agent pour le soviétique, ou un double, ou un triple? C'est ça la question que je soulève. Est-ce que vous l'avez connu? Non, personnellement, Oui. pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça aurait été intéressant. Pardon? Ça aurait été intéressant. Oui et non. Ça aurait dû être très curieux d'être à Moscou et de rencontrer Philby. Il est mort en 88, je crois. Oui. Mais c'est sûr qu'il aurait jamais dit quoi que ce soit à moi ou à un journaliste, un écrivain de l'Ouest. Il aurait dû vivre son personnage. Hitler, Mussolini, tous les figures des années 30 et 40. Et mon fils était nourri de ça comme tout le monde. C'était pas le travail qu'il a fait pour son livre, c'est lui qui a fait. Okay. Et c'est lui qui a fait un énorme travail de à peu près 10 ans, je crois, pour retrouver tous ces détails et toute cette information qu'il avait. Il est beaucoup plus informé sur ça que moi. Que c'est un livre très important, et je trouve que c'est très, très bien écrit. Absolument. Ouais. Je ne crois pas dans les gènes comme ça, pas du tout. Il y a des enfants qui sont élevés avec les parents qui parlent des choses qui les intéressent. Pas du tout. C'est pas moi qui a poussé d'écrire un livre, du tout. C'était son courage de lui de le faire.